Sur les mêmes gradins, sur les bancs que l'absence et le deuil depuis lors ont voué au silence, j'ai vu des casques luire à la pointe d'acier, puis des faces surgir au galbé macié. C'étaient des accusés qu'on amenait par bande, comparaître devant la justice allemande. C'étaient des prisonniers, des bourgeois, des civils, du devoir accompli victimes volontaires, leurs yeux profondément creusés sous les sourcils, graves, dévisageaient les juges militaires. In het halfrond van de Senaat hangen 2 koperen platen aan weerszijden van het spreekgestoelte. Ze herinneren aan de Duitse militaire rechtbank die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog zetelde. Burgers die verdacht werden van verzetsactiviteiten werden er berecht. Sommigen onder hen werden veroordeeld tot de doodstraf en geëxecuteerd. Hun namen worden op de platen vernoemd. Vandaag gaan we op zoek naar het verhaal achter de koperen platen. We kijken door de ogen van een bevoorrechte getuige. Alexander Braun was tijdens de oorlog senator. Hij was ook een van de advocaten die de verdediging van de beklaagde op zich nam. Wat hij meemaakte, verwoordde hij in zijn gedichtenbundel Page Intime. Senator Alexander Braun wordt in 1847 in Nijvel geboren als een van de kinderen van de Duitse pedagoog Thomas Braun. Die Duitse wortels zullen hem tijdens de oorlog, vreemd genoeg, van pas komen in de oorlogsrechtbank. Wanneer hij in 1900 voor het eerst senator wordt, is hij 53 jaar en al 30 jaar een gerespecteerd advocaat. Op 4 augustus 1914 valt Duitsland België binnen. Het parlement wordt ontbonden. De regering vlucht naar Saint-Adresse in Frankrijk. Aan Braun en de andere parlementsleden wordt gevraagd om in hun kieskring de kalmte te helpen bewaren. Niet veel later valt de hoofdstad in Duitse handen. De militairen intimideren de bevolking met hun repressieve acties. Belangrijke gebouwen worden ingenomen. Zo ook het Paleis der Natie. Silence. Les voici tour à tour à la table, où siège en grand gala le conseil redoutable. Dites vos noms, prénoms, votre religion, catholique sans doute, et flamand ou wallon. Belge, répond la voix, que le sang-froid maîtrise, empreinte d'un mépris égal à la traîtrise. Je vais vous résumer les charges, écoutez, dit le juge en sa langue. En vain l'oreille écoute. Trahison, espionnage et quelques mots semblables sont dans ce baragouin les seuls qui l'aient compris. Il comptait exposer que s'il en est coupable, il l'a fait par devoir, par amour et pour rien. Que si c'était à faire, il le referait bien. Qu'il l'a fait pour aider par-delà les frontières ceux qui tombent pour nous, nos enfants et nos frères. Dès les premiers jours de l'occupation, de nombreux Belges étaient arrêtés et condamnés. Moi, Victor Bonnevie, avocat au barreau de Bruxelles, je constituais alors le comité de défense gratuite pour la défense des Belges devant les tribunaux de guerre allemands, avec maître Sadi Kirchen, Thomas Braun et Alfred Dorf, qui m'avaient offert leur concours. Je fis appel à tous les avocats du barreau de Bruxelles qui m'étaient renseignés comme pouvant plaider en allemand. Cet appel eut peu de succès. Als je Belgische beschuldigde bijstaat in een Duitse oorlogsrechtbank, doe je dan je patriotische plicht? Of steun je met je aanwezigheid het rechtssysteem van de vijand? Alexander Braun twijfelt niet en voegt zich op 67-jarige leeftijd bij zijn zoon Thomas in het comité. Ils ont plaidé, peut-on dire, dans toutes les affaires, sauf dans celles où les avocats belges n'étaient pas admis, ce qui fut tout à fait exceptionnel à Bruxelles. Ils ont défendu plus de 6000 accusés. Les résultats obtenus ont été importants. Souvent, la peine de mort demandée n'a pas été prononcée et les peines d'emprisonnement de longue durée ont été réduites. Nous avons eu assez bien d'acquittement. On n'a vu jusqu'ici ni dossier ni client, si l'on peut sous ce nom parler du patient. À peine entrevit-on quelqu'un des siens la veille. Il faut plaider pourtant. A-t-on assez souffert des affronts, du secret?
Il faut croiser le fer. Où toucher le juge? Au cœur? À la figure? Ou trouver sûrement le défaut de l'armure? Sans pitié pour tous ceux que ces coups vont broyer, n'a-t-il pas d'enfant là-bas à son foyer auquel il n'oserait raconter cette histoire? Et puis, si par hasard la chance avait tourné, si c'était nous le juge et lui le condamné, n'aurait-il pas cherché, lui, dans sa soif de gloire, à sauver son pays? Et n'aurait-il pas fait le geste valeureux qu'il appelle un forfait? De beschuldigden komen uit alle rangen en standen. Alexander Braun verdedigt geestelijken, waaronder Joseph Cardijn, de latere kardinaal, die gearresteerd wordt omdat hij reageert tegen het Duitse systeem van dwangarbeid. Tijdens het proces van Edith Cavell en Philippe Book pleit Braun voor adellijke dames die ervan beschuldigd worden geallieerde soldaten te logeren en te helpen ontsnappen. Braun verdedigt eveneens burgers die opgepakt waren voor de druk en verspreiding van de clandestine La Libre Belgique. Dat blad blijft verschijnen, ook tijdens de processen over La Libre zelf. Dat wekt natuurlijk groot ongenoegen bij de Duitse politie, die met elk proces tevergeefs hoopt het hele netwerk te hebben opgerold. Op het proces Schmitz verdedigt Alexander Braun Isidore Uitenbroek. Het gaat over de beschuldiging van spionage. Kleine bedienden of arbeiders van de spoorwegen houden voor 4 of 5 frank per dag doorrijdende treinen in de gaten en brengen daar op gezette tijden verslag over uit. Voor spoorwegingenieur Uitenbroek kan Brauns hulp niet baten. Voor dienstzus Louise dan weer wel. Pour terminer, messieurs, nous avons reçu une touchante demande introduite par notre honorable collègue, M. Alexandre Braun, au nom des 8 avocats qui ont défendu devant la cour martiale allemande les héros civils belges. En souvenir des heures tragiques qu'ils ont vécues dans notre salle des séances, ils vous demandent de vouloir bien leur laisser un souvenir. Ce souvenir consisterait dans l'octroi à chacun d'eux d'un meuble, en l'occurrence d'un fauteuil sénatorial. Na de oorlog blijft Alexander Braun nog 10 jaar actief als senator. 6 jaar na zijn afscheid van het halffront overlijdt hij op 88-jarige leeftijd. À ces accents nouveaux, un éclair illumine les fronts endoloris, les faces où la mort a projeté son ombre. Et sous ce réconfort, c'est maintenant l'orgueil, la fierté qui dominent. Alors, questionnés pour la dernière fois, s'ils ont tout déclaré, s'ils confessent leurs crimes, se levant solennels, ces civils, ces bourgeois, chacun trouve en son cœur des paroles sublimes. Si vous êtes la force, aux uns religieux, vous n'êtes pas le droit. Je l'aurais fait quand même, dit une jeune femme à l'œil noir, au teint blême, si mon frère et si moi ne l'avions fait à deux. D'autres traits fendent l'air de ce ton, de ce style. Pouvais-je violer pour vous le droit d'asile? Quand on fait son devoir, on ne distingue pas entre les malheureux qu'on arrache au trépas. Seront-ils fusillés? La grâce adviendra-t-elle? Chaque instant ajouté à leur transe mortelle, quand, extraits certains soirs de leurs cellules, enfin, on les introduisit au greffe tous les 20. Leur sort énigmatique, encore plus que la crainte, sur leurs traits ravagés a creusé son empreinte. La sentence est rendue implacable, fatale. 6 d'entre eux subiront la peine capitale. Leurs proches sont déjà convoqués au parloir. Qui dira leurs sanglots, leurs cris de désespoir? Les transports éperdus des enfants et des mères, leurs lamentations et leurs vaines colères. Mais eux vont s'apaiser, les martyrs de demain, et se ressaisissant d'un effort surhumain. Ne pleurez pas sur nous, l'heure n'est pas aux larmes, la patrie en péril appelle à l'aide, aux armes.